Bon, ça y est, on va pouvoir démarrer. Du coup, je laisse la parole à Simon et Lara. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la Cyber Frontline. On reviendra un petit peu plus en détail dans ce qu'est cet épisode-là, ce qu'il va comporter en termes de contenu, et puis l'objectif de ces différents sujets qu'on évoque lors de Cyber Frontline. Alors peut-être juste avant de détailler le programme, je vais peut-être présenter les personnes qui vont animer ce webinaire, car on a chose à dire. Je vais me comporter de façon un peu élégante et je vais me présenter en premier. Donc, Simon Amiot, enchanté, je suis expert solutions cyber chez Sesam IT et j'interviens notamment sur des sujets où une expertise sur la solution MDR JISO est nécessaire, donc notamment en phase d'avant-vente ou de suivi client. Et j'aurai l'honneur d'être accompagné de Lara. Merci Simon, je me présente, je m'appelle Lara, j'ai rejoint l'équipe de renseignement OSHI de Sesam IT il y a à peu près 2 ans en tant que Cyber Threat Intelligence Analyst et je présente et je laisse la parole aussi à mon collègue Clément. Merci beaucoup Lara. Clément, effectivement, que vous ne voyez pas, et c'est tout à fait normal. Et je fais également partie de l'équipe Risk Intelligence avec Lara. Merci à vous deux de m'accompagner sur ce webinaire, toujours un plaisir. Alors, l'idée de ces webinaires Cyber Frontline, on en est déjà au troisième épisode, au troisième volet, ça va être de décrypter un petit peu l'actualité cyber sous différents sujets, différentes formes, avec différentes approches, que ce soit une approche plus orientée conformité ou plutôt géopolitique, si on peut dire ça comme ça, ou voire technique, avec notamment les use cases du mois. Donc voilà, ça c'est les différentes thématiques qu'on aborde et particulièrement aujourd'hui, on abordera le programme suivant avec une thématique autour de la désinformation sur les plateformes méta qui nous sera présentée par Lara, qui nous présentera également l'établissement d'une ligne rouge cyber, donc un sujet qui sera assez passionnant, hein, surtout autour de la géopolitique ici. On aura le sujet de la conformité avec notamment NIS2 et cette fameuse transposition qui est un sujet majeur. On arrive enfin au bout de cette fameuse transposition, mais on aura la chance que Clément nous présente un petit peu ces différents sujets. Également le Choose France Summit 2024, plutôt sur des aspects de projets cyber, mais parfois au-delà de la cyber également sur certains projets. Voilà, j'aurai l'honneur de vous présenter les use cases du mois un petit peu atypiques ce mois-ci, et puis on verra également la norme sur l'institution du mois en fin de programme. Alors peut-être juste petit détail, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions pendant le webinaire via le chat de Zoom. Hein. On y répondra pour une raison évidente, voilà, en fin de webinaire, tout simplement. Et à toi, Laura, pour le premier sujet. Merci. Alors, le premier sujet de notre webinaire, c'est Meta et la désinformation, un manque d'engagement. Les lignes d'information sur la désinformation de WhatsApp de Meta, créées pour que les utilisateurs indiens puissent signaler les fausses nouvelles, n'ont soit pas suivi les conseils, soit pas réussi à vérifier les rapports. C'est un nouvel exemple de l'échec et du manque d'intérêt de Meta pour mettre fin aux campagnes de désinformation. L'entreprise a viré son équipe de désinformation l'année dernière, son outil également de désinformation, ils veulent le fermer cette année et l'Union européenne a mis Meta sous enquête cette année pour pas avoir même réussi à détecter les campagnes de désinformation russes les plus évidentes. Alors allons-y en profondeur. Les échecs des pipelines de WhatsApp en Inde, qu'est-ce que s'est-il passé? L'objectif initial, c'était de permettre aux utilisateurs de signaler les fausses nouvelles. Le problème, c'est qu'il y a eu une totale incapacité à suivre les signaux et de vérifier les rapports. Et depuis, il y a eu un total échec. Cette année, Meta a décidé du coup de s'allier avec 11 entreprises indiennes afin de combattre la désinformation. De plus, comme j'avais présenté juste avant l'année dernière, Meta a licencié du coup toute son équipe de désinformation en 2023. Ils ont fermé également l'outil CrowdTangle en 2024, un outil vraiment essentiel pour le suivi de la désinformation sur leur plateforme. Du coup, ces actions montrent un désengagement préoccupant face à des informations qui est un sujet, un enjeu préoccupant ces temps-ci. Meta est actuellement sous enquête de l'Union européenne pour son échec à détecter toutes ces campagnes de désinformation, les obligations légales des plateformes de ligne pour lutter contre ces désinformations n'ont pas été respectées selon les enquêtes en cours.
Depuis ceci, 16 membres de l'Union européenne ont récemment pris un engagement pour lutter contre la désinformation et vraiment la propagande de désinformation qui cible tous les pays de l'Union européenne, spécialement ceux qui ont des élections, les élections qui s'approchent aussi. Selon Reuters, depuis, la Commission européenne a déclaré que Meta a récemment pris quelques engagements pour lutter contre ces désinformations. Mais comme ils ont fermé leurs derniers outils de désinformation, c'est un peu préoccupant. Je ne sais pas si Meta va vraiment essayer de combattre sur la désinformation, mais nous allons voir prochainement ce qui va être mis en place par Meta. Et toujours sur l'échelle un peu européenne, mais pas vraiment, c'est le deuxième sujet, une ligne rouge cyber. Est-ce possible? Est-ce qu'on va l'avoir? Alors, parlons de cet aspect de ce nouveau ligne rouge. Alors, récemment, le dernier mois, le 3 mai 2024, le groupe APT28 lié au GRU a mené une cyberattaque sur le parti SPD, le Parti socialiste démocratique de l'Allemagne. L'attaque a été faite via l'exploitation de la CVE que vous pouvez voir sur le PowerPoint, la CVE 2023-23397, qui est une vulnérabilité critique d'élévation de privilèges de Microsoft Outlook et qui affecte du coup toutes les versions de Microsoft Outlook et Windows. Cette faille, du coup, elle permet aux attaquants d'envoyer un message spécialement conçu pour extraire les hashages sans interaction d'aucun utilisateur. Les attaques ne se limitent même pas à APT28. Il y a d'autres groupes comme APT29 ou sinon vous le connaissez sous le nom très connu de Sandworm et aussi Star Blizzard qui ciblent toute infrastructure critique et tous les processus électoraux. Suite à cette attaque, plusieurs pays membres de l'Union européenne et l'OTAN ont lancé des communiqués de presse pour informer à la Russie de savoir de se stabiliser et d'avoir une limite concernant les attaques qu'elle cible sur les infrastructures des pays européens. La ligne rouge cyber n'est pas encore définie, mais elle va être définie sur, pas la cyberguerre, mais sur le cyberespionnage. Parce que ces attaques-là, comme vous voyez, c'est des attaques pour but d'espionnage, pas pour but de vraiment détruire le matériel, c'est vraiment de prendre les informations. Et je vous remercie. Je laisse la parole à Clément qui va vous parler de NIS 2. Merci beaucoup, Lara. En effet, un sujet peut-être un peu plus connu de vous que cette CVE 23973. NIS 2, la complexe transposition des normes à l'échelle européenne. Un bref rappel qui n'est peut-être pas superflu. Il y a actuellement deux versions de NIS 2, donc l'une qui a été mise en place à partir de mai 2018 et l'autre qui va être mise en place d'ici octobre 2024, donc qui doit être transposée dans le droit national. Vous avez ici un bref rappel chronologique pour nos plus férus d'histoire sur ces différentes normes. Alors, pourquoi deux normes dans un espace-temps si restreint, me demanderiez-vous? Eh bien, simplement parce que l'évolution du paysage de la menace a nécessité certaines dispositions réglementaires un petit peu nouvelles. En 2016, si on se réfère au rapport d'activité de l'ANSSI, on était dans une phase de prise de conscience véritablement de l'enjeu de la cybersécurité. Nous sommes attaqués. En 2023-2022, on est véritablement entré dans une phase où le grand public et les décideurs politiques de l'enjeu de la cybersécurité. Et maintenant aussi, on essaye d'y répondre concrètement avec des mesures. Et c'est pour ça que l'Europe essaie de se doter d'une sorte de bouclier européen à grande échelle. Vous avez ici, du coup, la principale innovation de NIS 2, qui est l'extension du périmètre d'application. Vous avez deux divisions de catégories entre les secteurs d'activité essentiels et les secteurs d'activité importantes. La première, vous avez aussi des nouveaux secteurs. Vous pouvez voir en rouge les secteurs qui ont été ajoutés par rapport à la première norme NIS 1, donc par exemple l'énergie, l'espace, l'administration publique, et puis l'ensemble des secteurs d'activité importantes ont eux été ajoutés. Donc vous avez voilà une extension du périmètre d'application extrêmement conséquente à l'échelle européenne et qui sera ensuite transposée dans les différents systèmes juridiques nationaux. Concernant les entités concernées, je vais essayer de balayer très vite parce que j'imagine que c'est des notions que vous connaissez plus ou moins. Bien sûr, ça dépend de différents facteurs. La taille de l'entité, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le bilan annuel, les secteurs hautement stratégiques ou pas d'ailleurs. Et vous pouvez voir ici, sur le tableau du haut, celles qui ne seraient pas concernées, en tout cas en premier lieu, par NIS 2. Et puis, enfin, dans la petite frise en bas, vous avez les différentes réglementations qui ont été ajoutées avec la notification d'incidents dans les 72 heures, auquel cas de non-conformité des amendes qui seraient calculées par rapport au bilan annuel de l'entreprise. Mais rentrons à présent dans le vif du puisque la loi a été votée et doit être transposée d'ici à octobre 2024,
où en sont les différents États dans ce processus. Vous avez ici une carte européenne qui a été faite par une étude de Wavestone qui détermine 4 niveaux de maturité. Il ne s'agit pas bien sûr de pointer les bons et les mauvais élèves. On va essayer de se concentrer sur le panel, disons, de niveau de maturité 3, hein, qui est celui de la France, avec un échelle de comparaison qui sera bien sûr l'Allemagne. On va parler de ce couple franco-allemand. Donc, vous avez déjà une première remarque à ce stade, c'est que pour Nice 2, on en revient toujours à cette expression consacrée, l'Europe à plusieurs vitesses, ne fait pas exception à la règle, que ce soit par blocage politique, par manque de moyens, de volonté, même d'intérêt. Donc, plusieurs niveaux de maturité sont dégagés. Vous pouvez voir que la Belgique, la Croatie et la Hongrie ont déjà voté cette loi, et on va se concentrer à présent sur le couple franco-allemand. Nos voisins allemands, la BSI, qui est l'équivalent de l'ANSSI, a été mis en pilotage. La division a déjà été effectuée entre les entités qui sont particulièrement importantes et les entités seulement importantes. Elles devront toutes prouver leur conformité au BSI par des audits et ou des certifications à partir de 2027 et puis ensuite tous les 3 ans. Et elles devront d'autre part surveiller leurs fournisseurs directs et signaler immédiatement les incidents de sécurité liés à ces fournisseurs. Alors, le immédiatement, je me suis un petit peu renseigné, ça rentrera bien sûr dans ces 72 heures, c'est ni plus ni moins. Sur le cas français, on est sur une méthode qui a été participative avec les parties prenantes. Il y a 3 phases de consultation qui ont été menées par l'ANSSI, qui a communiqué, je crois, il y a 3 jours à ce sujet pour restituer un petit peu ces phases. Donc, tout d'abord, le périmètre des entités assujetties. Ensuite, les modalités d'interaction entre l'ANSSI et les entités assujetties. Et puis enfin, le référentiel de cybersécurité qui s'est terminé tout récemment en mars 2024. On devrait partir sur un projet de loi courant juin. La spécificité française, c'est de différents outils d'aide en ligne qui sont mis à disposition des entités concernées, un outil d'évaluation de l'éligibilité d'une organisation à NIS 2, un service d'accompagnement à la mise en place d'une démarche de sécurité, et enfin un outil de pilotage de mesures de sécurité. Je rappelle que ça sera bien sûr mis en cohérence avec la loi REC, qui est d'ailleurs déjà en vigueur. De rester sur le spectre français, mais de basculer sur un sujet plus économique, et on fera bien entendu un focus sur les investissements tech dans cette partie. Un sommet annuel s'est tenu, le sommet de Choose France s'est tenu le 13 mai 2024, qui a rassemblé 180 dirigeants internationaux à Versailles. 56 projets ont été annoncés. C'est une communication qui a été massive de la part de la présidence, de la part du ministère de l'économie et des finances, puisque 15 milliards d'euros d'investissements ont été annoncés, principalement dans les secteurs porteurs que sont l'IA, la décarbonation, l'industrie de santé, etc. Je vous propose un petit focus d'abord territorial sur ces différents sujets. Donc, vous pouvez voir une concentration de ces projets en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. En termes de secteur d'activité, vous avez voilà un panel global de ces investissements avec une certaine point souligné sur la santé, l'agriculture, l'énergie et bien sûr presque la moitié des investissements totaux, les technologies. La filière qu'on va ensuite étudier. De nationalité, qui reste la première place. Et puis, un ensemble de pays européens, le Japon en plus, on trouve l'Occident. Et petite surprise, l'Allemagne qui n'occupe que la 5e place. Concernant la liste de ces entreprises qui ont investi en France par ordre croissant d'investissement, vous avez ici des noms, j'imagine, parfaitement connus, qui investissent majoritairement dans l'IA. Je vous propose de nous focaliser sur Accenture, qui a investi par exemple 100 millions d'euros afin de construire 2 centres de recherche en IA générative avec des partenariats dont bénéficieront à moyen terme les grandes écoles d'Île-de-France et à long terme les grandes entreprises, puisqu'il y a un lien direct entre la sortie de ces étudiants-là, entrer dans le monde professionnel plutôt dans ces entreprises. Ensuite, Telehouse, le japonais, qui a investi 1 milliard d'euros pour construire et opérer 3 data centers éco-responsables en Île-de-France et en PACA. Amazon, 1,3 milliard d'euros pour renforcer le réseau logistique et soutenir le développement de l'infra-cloud d'Amazon Web Services. Hausse de la connectivité et 3 000 emplois directs créés, c'est en tout cas l'impact qui est annoncé par leur directeur français. Et enfin, Microsoft, évidemment, qui a fait une promesse d'investissement de 4 milliards d'euros en France pour étendre son infra-cloud et IA, avec un plan de formation d'1 million de Français à l'IA et le soutien à 2500 startups d'ici fin 2027. En dépit de ces effets d'annonce conséquents, on va voir la communication qui a été faite autour de ça et puis l'agitation médiatique, on peut légitimement s'interroger sur les retombées macroéconomiques concrètes de ces projets internationaux sur le sol français. Je suis navré, c'est mon côté très français. Disons pragmatique,
Si la France a certes conservé cette année son rang de première destination européenne pour les investissements directs étrangers, donc dont les 15 milliards d'investissements annoncés, je rappelle qu'ils vont s'échelonner sur plusieurs années. Je rappelle aussi que le PIB de la France s'élève en 2023 à 2800 milliards d'euros et que notre dette publique dépasse les 3000 milliards d'euros. Donc les 56 promesses d'investissement direct, si tant est qu'elles se réalisent, ce qui n'a rien de sûr, n'auront qu'un très faible impact au niveau macroéconomique. Or, en raison de leur nature, les investissements étrangers projetés en France ne permettront certainement pas d'améliorer notre balance commerciale. Vous le savez, est très largement déficitaire. D'autre part, ces projets devraient générer environ 10 000 créations d'emplois, ce qui est tout à fait appréciable. Mais le nombre de chômeurs, de personnes inscrites à France Travail est de 5,1 millions au dernier semestre. On est donc loin de compenser les 3 millions d'emplois industriels perdus en 40 ans. Puis, ces investissements étrangers se caractérisent aussi par leur nature volatile. L'histoire a montré que de nombreuses firmes multinationales qui sont implantées en France ou ailleurs ont par la suite leurs actifs dans d'autres pays, disons, plus accommodants de législation, sans pour autant avoir remboursé les subventions publiques reçues. Et puis se pose en parallèle l'état de question souveraineté numérique, l'implantation ou le renforcement de la présence de ces géants de l'industrie, surtout américains, permet-elle l'éclosion de licornes françaises ou limite-t-elle au contraire? C'est un débat que nous décideurs politiques qui sont traités sur le sujet. Il s'agit en définitive pas de dénigrer ces investissements, qui sont toujours appréciables, mais simplement de les replacer dans leur contexte et de les questionner. Merci Clément pour ce sujet fort intéressant. On va aller du côté d'un sujet un petit peu plus technique avec la présentation d'un use case du mois qui sera un use case un peu cocasse avec la présentation d'une campagne d'attaque cyber opérée par le groupe Black Basta, anciennement Conti, qui a utilisé une technique d'attaque justement plutôt cocasse pour réaliser cette campagne cyber. Donc ce groupe d'attaquants très connu, on va dire plutôt orienté russe, donc très connu anciennement Conti et Finset, a finalement inondé certaines victimes, certaines entreprises de spam afin de se faire passer derrière pour des membres du support, tout simplement, et leur demander à la victime de télécharger Anydesk. Alors en fait, ce qui est cocasse dans cette technique-là, c'est que ces victimes-là étaient pour la plupart disposer d'un service de détection, un service managé de détection, d'un MDR, Managed Detection Service, donc finalement d'une mesure de sécurité cyber. Et c'est par cette mesure de sécurité cyber que ce groupe d'attaquants s'est justement introduit. Donc, par la technique évidemment d'envoyer les spams, de se faire passer pour un membre du support et de demander à la victime de télécharger un logiciel d'accès à distance. Donc, comme par exemple Anydesk, ce n'est qu'un exemple. Donc ça, évidemment, c'est la première phase. S'ensuit une deuxième phase, hein, comme souvent dans une campagne cyber. Hein, vous n'avez pas qu'une étape hein, pour un attaquant. Vous avez finalement plusieurs étapes. Donc la deuxième phase, l'idée, évidemment, pour le groupe Black Basta, une fois avoir installé ce logiciel d'accès distant, et de pouvoir télécharger un certain nombre de scripts bash, notamment pour pouvoir récupérer une connexion SSH avec un serveur à eux, un serveur de command and control de Black Basta. Donc pour ensuite réaliser la phase d'impact, qui est la troisième phase, qui sont des phases plus classiques. Hein. La phase 2 et la phase 3 sont des phases qu'on retrouve beaucoup plus souvent dans des campagnes cyber. Donc la phase 3 étant tout simplement la phase d'impact, l'idée étant d'établir une connexion de command and control via un script PowerShell bien adapté pour notamment récupérer des mots de passe ou potentiellement se latéraliser dans le système d'information du client pour pouvoir augmenter évidemment le périmètre d'attaque et d'impact sur le client. Donc, évidemment, comme toute campagne cyber, on retrouve des indicateurs de compromission. Donc, merci Sense Oshi pour ce travail-là. Évidemment, l'objectif, et c'est l'objectif de Gildo Ender, on a vu comment se déroule la campagne d'un point de vue Mitra-Attack. Maintenant, on peut voir comment se déroule la campagne d'un point de vue Gildo, du point de vue de la détection. Donc, la première étape peut être détectée avec notamment des IP correspondant à Black Basta ou justement des IP de connexion sur des outils de type Anydesk, donc à savoir ces fameux outils d'accès distant. Donc voilà, ainsi que les domaines évidemment hébergés ces outils. Le deuxième indice de compromission, évidemment sur la phase 2, sur les connexions justement au serveur de command and control de Black Basta. Donc ce sont également des règles de détection qu'on
qu'on a pu implémenter dans Giso NDR grâce à notre équipe de CTI. Et puis sur la troisième phase, ce sera également la détection d'IP des serveurs de command and control de Black Basta. Je rappelle, la troisième phase, c'est vraiment l'extraction des mots de passe. Donc évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir le détecter en phase 1 et 2, puisque la troisième phase étant la phase d'impact, c'est un peu tard. Donc, pour cette campagne cyber, j'ai voulu également proposer la possibilité de détecter, mais également la possibilité de mettre en place des mesures de prévention pour essayer de se prémunir sur ce type de campagne cyber. Évidemment, l'objectif n'est pas de faire l'un ou l'autre, à savoir se prémunir de la campagne ou uniquement de la détecter, mais l'idéal étant de faire les deux pour pouvoir à la fois se protéger et en même temps détecter. Pour se protéger de la première phase, le plus simple étant les campagnes de sensibilisation cyber. Pour rappel, la première phase, on est sur de l'envoi de mails de type spam, mais également le contact du support pour installer un accès distant avec une campagne de sensibilisation où on va pouvoir réduire tout simplement l'influence de ce type d'attaque sur nos employés. Et puis également le traquer l'installation de logiciels via des solutions de type EDR par exemple. Une mesure de protection pour la deuxième phase va être, on va dire, la minimisation des droits d'accès et de l'utilisation de certains outils. Je pense notamment à OpenSSH ou les droits sur le port 22 pour justement faire en sorte que cet accès distant ne se fasse pas entre le poste infecté tout simplement et le command and control de Black Basta. Et puis la troisième phase, il y a finalement beaucoup moins de choses à faire parce que finalement, une fois que le groupe d'attaquants Black Basta a réussi à pénétrer finalement l'ordinateur de la victime, avec les droits suffisants, il est beaucoup plus difficile de se prémunir de l'impact, de se prémunir finalement de cette troisième phase. Éventuellement, l'isolation d'un poste avec des technologies de type EDR, mais le NDR peut également proposer de la remédiation en isolant le poste d'un point de vue réseau, aurait pu potentiellement prémunir de cette troisième phase-là. Voilà pour la partie use case du mois, et je vais laisser maintenant la parole à Clément pour la présentation de l'AI Act. Merci beaucoup Simon. Un sujet à nouveau un peu moins technique, puisqu'on va reparler de la loi sur l'intelligence artificielle, donc loi qui vise à réglementer le développement, le déploiement et l'utilisation de l'IA dans l'Union européenne afin d'en assurer une gouvernance commune. Encore une fois, un petit rappel chronologique, je ne vais pas m'en empêcher. Vous avez ici les différentes étapes clés du projet de la loi européenne. Donc 2021, la Commission qui propose ce premier projet de loi avec l'émergence de nouvelles technologies dites de rupture. 2022-2023, l'étude et puis enfin l'approbation qui a eu lieu en 2024. Et vous avez ici, dernière étape, ce qui va nous intéresser, le calendrier prévisionnel. Donc le 10 juin 2024, l'entrée en vigueur de la loi. Et puis 6 à 36 mois après son entrée en vigueur, la mise en œuvre progressive au sein des États membres. Donc on aura un même processus que pour, en tout cas, dans les grandes lignes. Je vous propose maintenant de regarder ce qui fait la spécificité de cette loi, c'est-à-dire que c'est une réglementation qui est fondée sur l'approche des risques. Vous avez ici les différents degrés de risque qui ont été évalués par les différentes commissions. Donc le risque inacceptable correspond à une interdiction pure et dure de ces pratiques. Le risque élevé qui va correspondre à des obligations très strictes. Le risque limité, une obligation qui sera celle d'informer simplement. Et puis le risque minimal qui n'est pour l'instant pas réglementé. Je rappelle que bien sûr, ces risques ne sont pas des évolutions en fonction des pratiques de l'IA. Donc, vous avez ici à gauche le tableau qui mentionne les domaines d'application et les exemples actuellement de ce qui sera interdit ou l'obligation stricte ou d'informer. Et puis à droite, les correspondants dans les zones d'application actuelles, donc les zones géographiques où justement ces pratiques sont pour l'instant tolérées. Concernant le risque inacceptable, je vais balayer très vite, mais tout ce qui est notation sociale des citoyens basée sur leur comportement est bien sûr interdit. L'exploitation des groupes vulnérables tels que les enfants, la reconnaissance biométrique à distance dans les espaces publics à des fins de surveillance de masse et le comportement addictif ou manipulateur. Vous avez à droite les différents pays qui pratiquent tout ou en partie ces applications. Vous avez pour les risques élevés l'évaluation des risques et mesures d'atténuation, c'est simplement l'étude des émotions dans l'espace public, la qualité des données d'entraînement, la surveillance humaine dite robuste, et enfin la cybersécurité, l'IA dans la cybersécurité. Et puis dans les risques limités, tout ce qui va être relié au manque de transparence, les chatbots, les assistants vocaux, les deepfakes qui sont non détectés, et puis le risque minimal qui est porté et qui sera peut-être sujet à l'être tôt ou tard. À présent, je vous propose de basculer sur l'institution du mois, celle qui a retenu. Il s'agit de la Direction d'industrie de défense, donc la DID de la DGA, Direction générale de l'armement.
puisque son pôle d'intelligence économique sera renforcé d'un campus OSINT qui sera mis sous tutelle de l'information stratégique. Vous avez ici un bref organigramme de l'organisation qui va être déployée. L'annonce a été faite par le directeur général de la DGA, donc Emmanuel Chiva, qui souhaite professionnaliser les capacités françaises d'intelligence économique, porter un effort sur une vision stratégique. C'est un transfert de compétences puisque ces prérogatives appartenaient auparavant à l'Agence de l'innovation de défense sur les questions OSINT. Donc aujourd'hui, ce sera basculé à cette direction. Il y aura 2 sites, le campus d'Angoulême, qui sera le laboratoire d'Est, et le campus de Paris. L'effectif prévisionnel seront entre 60 et 80 acteurs du renseignement OSINT. Et puis, vous avez ici le panel des missions. Donc, l'expérimentation, bien sûr, former les agents du MINAR, donc le ministère des Armées, fédérer l'écosystème des créateurs d'outils, travailler en partenariat avec la BITD, la base industrielle et technologique de défense, l'animation d'un écosystème ouvert de chercheurs et puis la labellisation de partenariats. Voilà l'industrie qui nous a retenus ce mois-ci. Je vais laisser Hélène. Alors, du coup, là, on peut prendre 5 bonnes minutes pour répondre à des questions, si vous en avez, que ce soit sur les thématiques abordées ou sur notre plateforme d'observabilité GISO-NDR. Vous avez la possibilité de les poser dans le chat ou de lever la main pour prendre la parole. N'hésitez pas. Et en attendant vos éventuelles questions, j'en profite pour vous dire qu'on vous donne rendez-vous le mardi 7 juillet pour un nouvel épisode de The Cyber Frontline qui reviendra sur toutes les actualités importantes du mois de juin. Vous recevrez le lien pour vous inscrire par mail, avec la possibilité aussi de vous inscrire via LinkedIn. Et si besoin, vous allez aussi recevoir le replay de cet épisode-ci par mail, et vous pouvez aussi tous les replays les retrouver sur notre site web sesam-it.com dans la section ressources. J'en ai profité aussi pour vous partager un petit sondage, une petite question de satisfaction. Et en termes d'interaction, si vous n'avez pas forcément de questions, vous avez aussi la possibilité de nous dire s'il y a des sujets que vous voulez que nos experts abordent la prochaine fois. On est ouvert aux suggestions. Alors, pas de questions. On va attendre encore une petite minute. Et puis, sinon, on mettra fin à The Cyber Frontline épisode 3. Ah, une question. Alors, la question des JO et de la cybersécurité. Ouais, c'est un sujet super intéressant. Oui, Lara. Alors, merci pour cette question. Je vous invite de nous suivre de très près parce que prochainement, vous allez avoir un très beau dossier de Sesam IT sur les JO 2024. Du coup, je ne vais pas trop en dire parce que c'est une surprise, mais je vous invite à tous à nous suivre très bien sur LinkedIn. Et bientôt et très prochainement, vous allez voir les JO 2024. Mais sinon, si vous avez d'autres questions précises sur les JO et les aspects, nous pourrons répondre bien sûr. On pourra peut-être l'évoquer, on verra évidemment. Prochain webinaire. Au prochain webinaire. Potentiellement. Merci en tout cas pour la question. Bon, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à nos experts de l'avoir animé et on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous.